Bonjour à tous. Parmi les termes que nous rabâchent nos médias et nos experts, nous avons la mondialisation inévitable. Je voudrais signaler tout d'abord que ce qu'on appelle la mondialisation inévitable, premièrement, n'est pas une mondialisation au sens strict du terme. Ceci signifie que seuls quelques pays sont concernés, pas tous les pays du monde, comme le terme mondialisation le laisse croire. Deuxièmement, ce n'est pas un phénomène qui échapperait à la volonté humaine. Et enfin, troisièmement, je rappelle qu'on ne parlait pas de mondialisation dans les années 80 et jusqu'à début 90. Le terme est apparu dans les médias que vers 1993-1994. Il y a donc quelque chose qui a changé ou qui s'est mis en place à ce moment-là. Alors, si vous le voulez bien, entrons un peu dans le détail. Qu'y a-t-il précisément derrière ce mot? La mondialisation dite inévitable, c'est une politique qui a été voulue et déterminée par les États-Unis, mais en connivence avec la Commission européenne, et notamment il y avait Sir Léon Brittan, c'est-à-dire à l'époque le commissaire chargé des négociations multilatérales de l'Union européenne, et Michael Cantor, qui était lui le secrétaire du commerce américain. Une politique qui a consisté à démanteler toutes les protections légitimes aux échanges de capitaux, de marchandises et de services. C'était lors des accords de Marrakech du 15 avril 1994, accords qui ont institué l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. C'est ça qui a permis aux grandes sociétés américaines et européennes d'aller investir en Chine et en Inde, etc., au Pakistan, enfin, c'est-à-dire dans des pays pauvres, pour bénéficier de salaires qui sont en gros 20 fois inférieurs. C'est cela qui a créé le développement industriel ultra rapide de la Chine, de l'Inde, etc. Ce sont les délocalisations d'entreprises et d'usines provoquées par ces accords qui ont, je le répète, provoqué le boom économique de la Chine et d'autres pays pauvres auparavant. Alors on nous dit, il y a la concurrence chinoise. Mais elle n'est pas tombée du ciel. Qui l'a créée? Pensez-vous qu'elle tombe du ciel, qu'elle arrive comme ça, comme une opération du Saint-Esprit? Nous avons affaire à plus de 3 milliards de personnes ayant un niveau de vie 20 fois inférieur au nôtre. C'est-à-dire que même si on supprimait en France toutes les cotisations sociales, entraînant au passage évidemment la disparition des écoles, de la police, des administrations de l'armée, etc., et causant bien entendu une explosion sociale sans précédent en France, eh bien malgré tout cela, nous ne serions pas encore assez compétitifs face à 3 milliards de personnes au niveau de vie 20 fois inférieur. De plus, cette histoire de compétitivité que nous devrions atteindre, selon les politiciens et les experts des médias, cette compétitivité qu'on nous demande de poursuivre, ad vitam aeternam, est une façon de nous culpabiliser. C'est une manœuvre pour nous imposer l'austérité et nous mettre en concurrence forcée avec les pays à bas coût de salaire. Cela se fait au prix de millions de personnes jetées au chômage en France. Alors, ces accords se manifestent en France principalement par les traités de l'Union européenne, en premier lieu bien sûr, et bientôt le CETA et le TAFTA, qui en sont et qui en seront la continuation et l'aggravation. Parmi les plus nocifs des articles des traités de l'Union européenne, nous avons l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit aux États membres de contrôler les délocalisations
et d'empêcher la vente à la découpe de leur patrimoine. Alors on a l'exemple de LVMH, d'Amora à Dijon, d'Alstom bien sûr, de Cegelec, de Dantresan qui a été vendu à des sociétés américaines, de Péchinet, etc. Il y en a des dizaines. Nous avons aussi l'article 32 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui impose le libre-échange, c'est-à-dire un système politique unique, quel que soit le président ou le parti au pouvoir et quelles que soient leurs orientations. Ce qu'il faut comprendre et retenir, c'est que sans ces articles des traités, c'est-à-dire sans ces accords de Marrakech que j'évoquais tout à l'heure, la France remettrait en place les mécanismes de protection normaux et légitimes dont tous les pays libres du monde bénéficient, c'est-à-dire principalement un contrôle normal et raisonnable des mouvements de capitaux, dans l'intérêt du pays et des Français. La mondialisation, quoi qu'on nous en dise, est donc parfaitement évitable et réversible. Il faut savoir également que cette mondialisation dite inévitable n'est pas symétrique ni égalitaire. Les autres pays du monde n'appliquent pas ces règles. Ils n'y ont pas été forcés, alors qu'elles nous sont imposées, à nous, aux pays de l'Union européenne, par traité. Mais elles nous sont imposées par traité, mais en opposition à la volonté des peuples. Pour illustrer, je rappelle que le traité de Lisbonne nous a été imposé par des voies douteuses en 2008, alors que le texte est le même, à quelques détails près, que celui de la Constitution européenne à laquelle les Français avaient répondu non par référendum en 2005. Rester dans l'Union européenne, c'est comme accepter de participer à un combat de boxe, mais avec les yeux bandés et les mains liées dans le dos. Alors, souvenez-vous toujours, seule l'Union populaire républicaine affirme, démontre et prouve que la mondialisation inévitable est une manœuvre de spoliation des peuples et des nations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Pour comprendre enfin et pour de bon ce qui se passe en France et dans l'Union européenne, je vous invite à retrouver nos analyses détaillées et précisément sourcées. Ce sont celles de l'Union populaire républicaine et de François Asselineau. Tout y est vérifiable, ainsi que le programme complet de l'Union populaire républicaine, UPR, sur le site upr.fr, qui est le site de parti politique le plus consulté de France. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.